On repart les amis. Aymeric, j'ai encore une question, enfin j'en ai plusieurs d'ailleurs, hein. Peut-être rester là-dessus pendant toute l'heure. Toi en tant qu'investisseur, donc l'histoire de Société Générale en Russie, c'est quand même, à mon avis, sans précédent. Enfin, je sais pas, mais cette idée que si tu prends BNP Paribas, les sanctions, etc., à un moment, tu as un ordre juridique qui s'impose à toi, ou alors un ordre financier qui s'impose à toi, qui amène l'entreprise à prendre des décisions. Là, c'est pas dans le cadre des sanctions, donc c'est à un moment un ordre géopolitique qui s'est imposé à la Société Générale et qui donc l'a amené à vendre très vite et avec sans doute des pertes importantes, on verra bien, hein, 2-3 milliards au moins, sa filiale en Russie. Tout le monde pense à ce qui pourrait se passer en Chine. Et est-ce que toi, investisseur aujourd'hui, tu vas regarder la qualité des actifs en Chine, des entreprises dans lesquelles tu investis, en te disant, si ça se trouve, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ils seront obligés de les brader pour sortir à toute vitesse de Chine? Ça, c'est vraiment une question très délicate parce que vérifier la qualité des actifs, c'est notre travail d'investisseur au quotidien. Et c'est vrai que c'est pas aussi facile de le faire en France, aux États-Unis, en Russie et en Chine, évidemment. D'où le fait que y a des décotes qui s'appliquent sur les multiples d'activités qui se situent dans ces pays. Mais je dirais que sur l'exemple Société Générale, et ça, on a pu en parler aussi avec l'exemple Renault assez récemment, où Renault a annoncé sortir. Et là-dessus, j'avoue que j'ai une position qui est assez nuancée. Parce que, évidemment, qu'il s'agit de respecter les sanctions, ça c'est pas un débat, hein, c'est la géopolitique et la passe avant, décide pour les entreprises. Donc s'il y a des sanctions, il faut les appliquer. Mais ensuite, même s'il n'y a pas de sanctions, faut-il sortir de manière rapide, voire précipitée d'un pays? Et ça me paraît malheureusement être une réponse simpliste à un problème compliqué, parce que d'une part, pour moi, le seul critère qui compte, c'est on veut sanctionner le régime, en l'occurrence russe, et essayer de tout faire pour que cette guerre s'arrête. Mais en pratique, on va sanctionner la population russe si on arrête les activités. Et c'est pas ça qu'on veut faire. Donc je pense que ça dépend vraiment de type de biens et services. Et ensuite, le fait de sortir d'un pays, qu'est-ce qu'il y a comme acheteur? En fait, en pratique, il y a un oligarque qui va s'enrichir encore plus à bon compte. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui va se passer avec l'ADA, Avtovaz. Je ne connais pas le prix de vente des actifs de la Société Générale, mais je pense que, évidemment... Et donc, c'est probablement contre-productif. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, je dis que c'est vraiment au cas par cas, et qu'à mon sens, il faut prendre son temps, parce que ça risque de conduire à des effets inverses de ceux qui sont recherchés. Oui, mais toi, il va falloir que tu regardes à un moment, j'en sais rien, telle ou telle entreprise, c'est quoi leur présence en Chine, quelle est la marge opérationnelle qui tire. Quand on voit que la contribution au résultat d'Avtovaz, par exemple, pour Renault, elle est fondamentale. C'est extrêmement. Il y avait là une fragilité qui n'avait pas été identifiée. C'est pour ça que Renault, depuis le début de la crise ukrainienne, a perdu quasiment 40%, là où les constructeurs en moyenne en Europe ont perdu 20 ou 25%. Et c'est normal. Juliette, un mot là-dessus, c'est très très intéressant, je trouve. Hein. Écoute, c'est effectivement... L'injonction géopolitique maintenant. L'injonction géopolitique, quand tu regardes dans l'histoire, c'est quand même des moments qui sont aussi imposés à un certain nombre d'entreprises qui ont eu des ennuis dans certains pays et où ça peut se produire en termes d'injonction géopolitique. Mais tu penses à des précédents? Oui, mais là, c'est pas les sanctions. Là, aucune sanction n'obligeait la Société Générale à sortir de Russie. Aucune. Il y avait une muraille de Chine entre Rosbank. Tout avait été mis pour sécuriser l'ensemble Société Générale, évidemment, hors de Russie. Tu avais une muraille de Chine. L'entreprise était la banque était largement indépendante et capitalisée. Oui, mais à la place de l'entreprise, je veux dire, tu te retrouves quand même. Et effectivement, les entreprises françaises là-dessus ont quand même attendu. Avant de commencer à prendre ce type de décision, et pour des justes raisons que tu as rappelées tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'effectivement il y a quand même des activités derrière, une population derrière, je veux dire, c'est faire l'équilibre et prendre la décision. 12 000 salariés. Tu sors pas, c'est quand même lourd de conséquences. Mais je crois que, vu la tournure que prennent les choses aujourd'hui, il y a un moment, effectivement, tu prends ton risque en te disant quelles seront les conséquences aussi si je ne sors pas. C'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est une prise de risque globale. Et ça va être comme d'habitude. On se reposera la question dans 5 ans en disant quelle entreprise a eu raison de sortir, de ne pas sortir, soit avant que ça empire, soit avant que... Donc, tout ça me choque pas. On a beaucoup lu le fait qu'effectivement, que l'entreprise se mettait à avoir un rôle politique là-dessus. Oui. Est-ce que c'est vraiment un rôle politique stricto sensu, ou est-ce que c'est pas plutôt une mesure de risque aussi
Si ce type de décision n'est pas pris maintenant, faudra le repasser à la moulinette dans 5 ans. Hein. Je comprends. Jean-Charles? Je crois que c'est exactement ça. C'est-à-dire que le sujet ne doit pas être pour l'entreprise de faire de la politique. C'est absolument pas son job de mon point de vue. Business of business is business. Mais en revanche, le sujet doit être la transparence sur où je suis implanté, où j'ai des actifs. Et quand j'ai des actifs dans des pays dont je peux considérer qu'ils sont... parce qu'il y a un cas extrême, mais il y a aussi des pays dans lesquels je peux me faire nationaliser à vil prix mes actifs. Donc il faut que l'actionnaire le sache. Donc ça, je dois être transparent sur où est localisée ma valeur. Et ça, je crois que c'est un effort pour moi qui est... Quand je vois certains développements de rapports annuels qui sont extrêmement longs sur des têtes d'épingle, et en général très courts sur des sujets beaucoup plus sensibles, je pense par exemple aux assurances, par exemple, un sujet qui est souvent maltraité, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas bien les couvertures de risque. Or, il y a un paradoxe, c'est que si je prends très peu d'assurance à court terme, je suis gagnant parce que j'augmente mon résultat d'exploitation, mais je fais courir des risques aux actionnaires. Donc là, on est typiquement dans un sujet comme ça où je pense qu'il faut être très transparent sur ce que je mets dans l'information à des actionnaires quand je suis une entreprise ouverte au public, avec vraiment le détail de dans tel pays j'ai tant, et à vous d'apprécier si ça vous convient ou pas. Mais sachez que voilà, j'ai ça, et que si demain ce pays me dit que en l'occurrence, mon actif vaut 1 euro, vous le savez. En l'occurrence, l'aventure russe de Société Générale était parfaitement connue, identifiée par tous les actionnaires. Donc là, je crois qu'il n'y a vraiment pas de sujet. Je pense que c'est et d'ailleurs, pour moi, c'est un calcul d'espérance mathématique. Tout ça. La voie B, je pondère les probabilités, je mets des valeurs à chacun des deux nœuds de l'issue du sujet, puis je regarde combien ça fait en valeur actualisée, je choisis celle qui me semble la meilleure. Même si des investisseurs l'ont en tête, moi j'ai un exemple qui me vient, c'est il y a maintenant 8 ans, a été introduit en bourse une société qui s'appelle Tarkett. Entre-temps, ça a été racheté par la famille Tarkett, un des leaders mondiaux des revêtements de sol. Et c'était parfaitement connu qu'à peu près 40 à 50% du résultat d'exploitation venait de la CEI, donc Russie. Et c'était connu, évidemment, au moment de l'IPO. Par contre, ce qui n'était pas connu, c'est que la Russie allait envahir le Donbass et la Crimée en 2014. Et le cours de bourse de Tarkett a en gros divisé par 2 en 1 an à cause de ça. Donc même si c'est connu, le problème c'est que la géopolitique, personne ne la connaît. Mais ils avaient sanctionné Tarkett, mais pas Renault. Il n'y a pas eu sur Renault et avec les liens avec Avtovats à cette époque-là la réaction très forte qu'il y a eu. Non, mais c'est pour ça que je crois qu'il faut être transparent sur où est-ce qu'on opère, qu'est-ce qu'on fait dans quel endroit, et l'investisseur prend son risque. C'est l'affaire de SodaStream qui était implantée dans les territoires occupés et qui a changé. Entre le coût de changer et le coût de la réputation de dire voilà, j'ai des gens qui me détestent parce que je fais ça, je m'adapte. Ouais, avec cette particularité qu'une banque, c'est quand même très particulier. Tu dois t'assurer, ce qu'a fait la Société Générale d'ailleurs. Alors, ça enrichit un oligarque. Alors, d'après ce que j'ai compris d'ailleurs, il n'est pas si proche que ça de Poutine. Il est plutôt deuxième cercle. Enfin bon, voilà quoi. En l'occurrence de ce cas précis. Oui, mais enfin, ce cas précis, on a lu beaucoup dans la presse. Naturel. On a lu beaucoup dans la presse qu'il était vraiment du tout premier cercle. Et en fait, on m'a dit que non, pas tant que ça. Bon. Mais peu importe, à la limite, c'est pas le sujet. Mais tu es obligé de sortir en bon ordre, quoi. Voilà, tu es obligé de respecter les clients qui financent la banque. Alors, juste, mais je ne sais pas si Elon Musk et Twitter, là, ça vous intéresse. Ça t'intéresse, Jean-Charles? Vas-y. Le roman. Tu adores, en plus, tu adores. Alors, allez suivre Jean-Charles sur Twitter, c'est formidable. Non, mais j'adore une utilisation remarquable de Twitter, Jean-Charles, je tiens à le dire d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. J'adore ce que dit Musk en l'espèce. Il se dit, voilà, moi, ce board ne représente plus l'intérêt des actionnaires. Et donc, il y a un problème. Mais pourquoi? Comment tu le sais? Parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'avis d'actionnaires majeurs, dont moi. Mais oui, mais non. Mais c'est un dérèglement total. Non, mais c'est pas. Ça doit être aux actionnaires de se prononcer. Et donc c'est pour ça que moi je suis contre toutes les poison pills, comme la plupart des investisseurs le sont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bloquer l'issue d'une offre qui est faite par une entreprise extérieure pour le rachat. Il faut que ce soit les actionnaires et eux seuls qui se prononcent. Et là-dedans, que le management dise, écoutez, moi je vous donne mon information et éventuellement mon point de vue, mais je vous donne l'information, mais je ne fais pas d'action qui empêche ça alors que je n'ai pas consulté les actionnaires. C'est aux actionnaires de se prononcer. Moi je vois plein de cas, j'en pense à un, parce que tu m'y as fait penser tout à l'heure, d'une entreprise qui aurait dû accepter une offre de mon point de vue, qui ne l'a pas fait, elle a fait perdre de la valeur à ses actionnaires qui n'ont jamais eu l'occasion de se prononcer. À qui tu penses? Je pense à une entreprise de réassurance. Il y en a eu d'autres. Contexte.
Et donc là, c'est les égos des dirigeants qui viennent se mettre en porte-à-faux. Pas de jugement de valeur, mais moi je l'ai dit par exemple, pour un cas où je l'ai dit publiquement sur Faber et Danone. Moi, ce n'est pas aux dirigeants. Il peut donner encore une fois son avis, parce qu'il est évidemment directement concerné, et dire voilà, moi je suis pas, je sens qu'il y a des menaces ou des gens qui m'attaquent et qui veulent autre chose. Ce n'est pas aux dirigeants de faire obstacle, puisque je ne parle pas du tout de la façon dont s'est passée la fin de son mandat. Je parle de tout ce qui a été fait pour à un moment dire que l'État français découragerait une action contre d'actionnaires étrangers, d'investisseurs étrangers. Ben ça, je trouve ça pas normal. Je trouve que vraiment, il faut laisser. C'est pas parce que, et dans l'occurrence, c'était d'ailleurs plutôt la famille fondatrice. Personne n'incarne. Mais oui, mais là, t'as un gars. Personne n'incarne l'entreprise. Vas-y, Juliette. C'est aux actionnaires de se prononcer sur la création de valeur que représente un nouveau projet. Ça ne veut pas dire que le prix est le seul jugement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est un jugement et c'est eux seuls qui doivent pouvoir se prononcer. Il ne faut pas que quelqu'un qui n'est rien dans l'actionnariat ou très peu bloque une possibilité. Alors, je voudrais juste. Et je te donne la parole évidemment, Juliette. Juste donc dire, donc Elon Musk a lancé cette OPA sur Twitter à 43 milliards de dollars. D'ores et déjà, alors il y a le fonds souverain d'Arabie Saoudite qui est, ça c'est pour moi un paradoxe incroyable. C'est Al-Walid. C'est Al-Walid, voilà, qui est donc actionnaire, qui a d'ores et déjà dit que, à son avis, ça n'était pas assez. Ça c'est normal, c'est la négo qui commence, c'est une OPA. Ça c'est totalement normal. Et donc il y a effectivement une pilule empoisonnée. Alors là, j'ai besoin, mais cours de votre expertise. Si un actionnaire dépasse les 15% du capital, il est automatiquement dilué. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire les autres actionnaires, on leur donne des quasi-actions gratuites. Enfin, ces voix vont pas pouvoir monter. D'accord. Ces voix vont pas pouvoir monter. Il ne peut pas monter au-dessus de 15%. Voilà, il va être plafonné à ce niveau-là dans les voix du Conseil. Donc en relatif, il perd des voix. Mais c'est légal, ça ? C'est tout à fait légal. Il suffit de le. En droit américain, c'est légal. Même de résolutions qui peuvent être votées. Alors, en général, ça se voit, mais en loose day par des assemblées générales. Ouais, si les actionnaires ne sont pas attentifs, ça paraît énorme, mais ça me paraît incroyable. En droit américain, c'est légal. En droit français, ça ne le serait pas. Mais en droit français, on ferait des actions, des votes doubles pour certains actionnaires. Et sur le durée on vote systématiquement contre ce genre de résolutions qui sont beaucoup moins fréquentes aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ouais, voilà, il y a une dizaine d'années, c'était quasiment à chaque AG, il y avait ça passait en page 58 du booklet. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins fréquent parce que c'est Montebourg avait facilité la vote de ces résolutions. Montebourg et Emmanuel Macron. Le tout début de l'origine de l'explosion de Carlos Ghosn, c'est bien dans le moment où Emmanuel Macron se fait prêter, je crois que c'est la Deutsche Bank qui lui avait prêté des actions pour que l'État ait plus de voix. Voilà, il ait plus de voix en Assemblée Générale pour faire passer les droits de vote double. Juliette, un avis là-dessus, sur cette offensive ? Je ne dirai rien sur les droits de vote double. Si ce n'est que stratégie long terme, voilà. Donc je peux comprendre certaines choses sur les droits de vote double. En revanche, pour Elon Musk, il y a une petite sortie de l'ancien patron de la SEC qui a dit qu'il mettait un F au conseil d'administration de Twitter. On peut comprendre la remarque. Un F, mais tu veux dire un F ? Non, parce qu'en anglais, un F, ça... F. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire la même chose. Oui, mais ce qui veut dire un peu la même chose, en fait. D'accord. La notation la pire. Voilà. Ok, ça veut dire 0. La notation la pire. Donc effectivement, la question peut se poser comme ça. Et puis en plus, ce qui est amusant, c'est quand tu fais un petit peu l'historique du dossier, sauf erreur de ma part, on lui avait proposé de rentrer au board. Il avait dit oui, il avait fait un super tweet pour dire « Ah oui, j'arrive ». Oui, puis ensuite, quand il s'est rendu compte qu'il était plafonné à 15%, il a dit « Ah finalement, je veux pas devenir board member, votre truc, ça m'intéresse moins ». Non, il n'avait pas lancé son OPA encore à ce moment-là. Il était juste monté au capital. Voilà. Et puis là, en plus, je veux dire, le pilule empoisonnée, c'est très bien, mais de toute manière, il a déjà annoncé en disant « Attendez, si c'est une question de montant, j'irai au-delà, et puis j'ai d'autres plans ». Donc tu as juste l'impression d'une course à l'échalote sur un truc qui de toute manière va se produire. Le vrai sujet de fond sur Twitter, c'est quoi ? Parce qu'en plus, il a fait des sondages pour montrer que les autres actionnaires, majoritairement, rejoignaient sa position à lui. Le vrai sujet, c'est qu'il s'est quand même posé, pour le coup, on parlait politique à entreprise tout à l'heure, il s'est posé en défenseur de la liberté d'expression. Ouais. Et donc, tu vas avoir un actionnaire à 100% pour défendre la liberté d'expression. Donc tu comprends qu'il y a des ONG qui râlent là-dessus. Mais après, c'est le jeu de l'actionnariat. Ils s'en fait le champion, justement. En l'espèce, le projet, d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que, d'ailleurs, y compris Jack Dorsey s'est exprimé contre l'équipe actuelle. Jack Dorsey, c'est le créateur de Twitter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est justement un moment de parole publique, puisque un des sujets, justement, n'est pas que le prix. D'ailleurs, moi, je me fous de la rationalité économique de l'opération. Tant mieux. Très bien, formidable. Mais il dit, le sujet, c'est moi, je veux être le champion et je me retrouve avec des gens qui font la police
de la liberté d'expression et qui vire un président des tu États-Unis comprends, du Jean-Charles, réseau. le- Moi, je ne suis pas pour ça, je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer. Business C'est un of débat, business. c'est un débat ouais, pour le coup, sur la raison d'être vraiment de Twitter. Qu'est-ce que Twitter doit être? Jean-Charles, Et la business raison of d'être business is business. Donc, alors, pour rappeler éditorial de Milton Friedman, ce qu'on a appelé le consensus de Washington, etc. et tout. Mais quand aujourd'hui, tu as des fortunes à ce point considérables, on en parlait la semaine dernière avec la course à l'espace, où Jeff Bezos, tranquillement, il peut dire « j'ai pas envie de filer mes satellites à Elon Musk, je les file à Ariane, ça va me coûter plus cher, mais en fait, je m'en fous ». Des fortunes à ce point considérables, qui sont capables de racheter une boîte, ça va se finir à 50 milliards de dollars, sans se soucier de la rentabilité de l'opération, on n'a jamais vu ça. Oui, mais c'est un peu exceptionnel. C'est-à-dire Bah, oui, mais on verra, quoi. Il y a un sujet. Il peut le faire. Moi, je pense qu'il y a un sujet dans notre capitalisme, quand même. Non, le sujet qu'on a, et qui est en amont de tout ça, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de concurrence qui empêche en fait la constitution de situations telles que celle-là. Et en fait, le vrai problème, et d'ailleurs, sur les États-Unis... c'est parce que ton consensus de Washington déconne à un moment, justement. Parce que justement, au contraire, au cœur, logiquement, du capitalisme, la mission centrale de l'État, ça doit être d'assurer la concurrence maximale et la plus proche de la pure et parfaite. Tu as lu le bouquin de Thomas Philippon. Exactement. Donc voilà. tu sais, tu as... Ah non, mais il faut donner la réponse aux gens. Oui, bien sûr. La réponse, c'est le financement des campagnes électorales, en fait. Oui, exactement. La réponse, c'est qu'à un moment, ces gens-là se sont créés des situations de rente. Exactement. Et en finançant les campagnes électorales, s'achètent une protection suprême contre la régulation. Ça ne va pas dans les manques russes. Et en l'occurrence, les GAFAM, effectivement, sont pour moi des situations qui ont une certaine anormalité, puisque bien en amont, un État soucieux de la qualité de l'équilibre de marché, aurait dû intervenir pour empêcher un certain nombre de constitutions. Que Facebook ait pu acheter Instagram et WhatsApp, c'est pas normal. C'est une situation anormale, typique, que iOS soit pas ouvert à la concurrence. C'est une situation anormale. Et il y en a plein d'autres comme ça. Good. Effectivement, l'aspect, le rôle effectivement de l'État est d'organiser quand même la concurrence. Si vraiment, il y a l'exemple Standard Oil il y a 120 ans. Et puis l'autre, quand tu dis qu'il n'y a jamais eu de fortune aussi considérable dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai. Et je pense aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'inégalités de répartition de la richesse mondiale. Et là, c'est aussi... C'est pas vrai, on est plutôt même à une phase, au contraire, bien inférieure au XIXe siècle. Enfin, bien inférieur au 19e siècle. En tout cas... Non, parlons de post-45, quoi. Voilà. De l'époque des 100 dernières consensus années, de Washington. Et là, je pense que la responsabilité des investisseurs est en cause parce que c'est une bulle. Et si Elon Musk, qui par ailleurs est quelqu'un d'absolument génial, est aussi riche, c'est parce que les investisseurs sont capables d'acheter Tesla et de valoriser Tesla à 1000 milliards de dollars. On verra ce que ça donne. Il est bien parti quand même. 1 million de véhicules, là. Non, mais il est bien parti. Il est plus que bien parti. Mais est-ce que ça vaut aussi cher que ça? C'est la question que je pose. Ouais. Et on sait tous que les 10 plus grandes capitalisations, à un moment donné, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ça a bougé. Ce qui va être le sujet, d'ailleurs, qui va devenir quand même un tout petit peu intéressant, c'est que s'il va au bout de cette histoire, il va être obligé de faire un petit peu de voltige financière, parce qu'il ne peut pas larguer 54 milliards, enfin 43, 50 milliards de dollars d'actions Tesla, comme ça, du jour au lendemain, sans déstabiliser profondément sa propre entreprise. Donc il va falloir qu'il aille emprunter sur le cours de Tesla. Et là, alors, la boucle de la gouvernance, elle est bouclée quand même. Là, tu te retrouves avec des conflits d'intérêts entre mon endettement personnel, l'objet social de l'entreprise, le cours de bourse. Mais l'avantage, c'est qu'on le saura pas. Il va avoir besoin de toi. Tu vas faire des... Non, il est au Texas maintenant, lui, c'est ça. Il est parti s'installer au Texas. Qui est devenu un État communiste, dit-il. C'est un libertarien, comme beaucoup de grands patrons de la tech. C'est bien, on a fait le tour de tous les sujets de gouvernance, je crois. Non, je voulais juste vous... Ah oui, parce que quand même, je voulais juste vous rajouter ça. Il se trouve que Médiamétrie, j'ai vu ça et j'ai été très surpris. Parce que je ne suis pas ça, je dois vous dire. Et Facebook, ça reste quand même Facebook, quoi, on dira ce qu'on veut. Donc en France, 21 millions d'utilisateurs quotidiens. Putain, moi j'ai fait un peu de médias. 21 millions d'utilisateurs quotidiens. Il n'y a pas d'équivalent. Pas d'équivalent. Derrière, donc c'est Insta, 15 millions. Alors ça doit se recouper, je ne pense pas qu'on puisse les additionner. Snap, 18 millions. TikTok, 8 millions. Et Twitter, 5,3 millions. Ça prouve qu'il y a quelque chose quand même sur ce réseau
de très particulier. Une grande différence entre influence et audience. Exactement. Et effectivement, Exactement. Twitter a une audience modeste et qui en plus est pas, donc financièrement, c'est peut-être pas une très bonne affaire. D'ailleurs, il a retweeté Musk une analyse de Goldman Sachs qui donne comme cible de cours $30. Très en dessous de ce qu'il achète. Bon. Il nous reste 5 minutes pour la campagne électorale. Aymeric, hein, qu'est-ce qui t'intéresse là? Allez, en 2 minutes, un fait saillant. Toutes les campagnes électorales sont les mêmes et malheureusement, ce sont des faux sujets qui sont mis. La retraite, c'est pas un faux sujet. Ah non, mais on parle pas de ça. On parle de McKinsey. On parle de. Moi, allez, un élément. Vas-y. Je sais qu'on n'est pas ici pour parler de politique et je ne vais pas parler de politique. Mais t'as le droit. Mais j'ai envie de dire, parlons de choses crédibles et j'invite, voilà ce que j'ai envie de dire ce soir, j'invite à lire la tribune de Jean Tirole qui montre point par point l'escroquerie qui est le programme économique de Marine Le Pen. Et quand je dis ça, c'est que ce programme, il sera néfaste pour les plus fragiles et il est plein de démagogie, il n'est pas financé, il sous-estime les dépenses et il surestime les recettes. Et en tout cas, c'est un très bon article de Jean Tirole qui montre qu'on peut s'intéresser au fond des choses et pas simplement dire aux gens « Est-ce que vous voulez gagner plus ?» Bien sûr que tout le monde veut gagner plus, mais qu'est-ce qu'on fait dans le réel? Et Jean Tirole, prix Nobel d'économie, je pense, mérite d'être écouté. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a eu quand même un tir de barrage, quoi. Alors, j'ai lu que Marine Le Pen elle-même avait été surprise finalement par ce qui s'est déclenché. Elle avait passé une campagne de premier tour assez tranquille avec ses chats. Personne ne venait trop la chercher sur les démontages d'éoliennes. Et puis tout à coup, là, c'est parti, quoi. Et là, c'est vrai qu'il y a un tir de barrage. Les Échos en font 4 pages par jour. Enfin, voilà, c'est impressionnant. Juliette, qu'est-ce qui t'intéresse, là? Allez voter. Allez voter. Non, mais je sais pas. Attention, allez voter. Non, c'est vrai qu'on est pris par le temps, donc je vous... Mais... Premier week-end des semaines. Non, mais... C'est horrible. Allez voter. Parce que Jean Tirole, etc. Mais... Il faudra quand même se pencher sur le système. Pourquoi on en est là? Parce que la vraie raison, pour moi, le vrai sujet, Fondapol disait, on est à près de 70% d'attitude protestataire, si j'additionne l'abstention, les blancs, les nuls et les votes populistes. Donc sur 70% des inscrits avec une attitude protestataire et 58% des exprimés avec un vote populiste. Donc il faudrait quand même s'interroger. Et c'est intéressant ce qu'il le montre sur l'histoire des élections, en montrant qu'à part 2007, qui était en partie une réaction à 2002 au 21 avril pour de mobilisation, cette tendance, elle est croissante. Donc il faut s'interroger sur le sujet. Et pour moi, il y a 2 problématiques. Il y en a une qui est sous-estimée complètement. On pense que c'est un truc technique, alors que c'est central, c'est les institutions. Et on ne peut plus rester avec un régime aussi présidentiel. Ça me semble vraiment le nœud du problème. C'est-à-dire que ça fait une cristallisation, et en l'occurrence pendant ces 5 dernières années, de haine sur une personne considérée comme effectivement ayant plus de pouvoir que probablement n'importe quel autre dirigeant d'un pays démocratique. Et donc là, il y a un vrai sujet à bouger. Et le deuxième sujet, pour moi, c'est le macronisme. Évidemment, il faut qu'il survive. Il faut qu'il survive le 24 avril. En revanche, il faudrait qu'il meure dès le lendemain, parce qu'il faudrait vraiment recréer une alternance potentielle entre forces de gouvernement. Et s'il n'y a pas cette alternance potentielle entre forces de gouvernement, bah forcément, il n'y a plus qu'une seule force de gouvernement. Et donc, il y a une montée et une collusion des haines et des anti-systèmes contre cette seule force qui un jour perdra forcément si on en reste là. Éditorial très intéressant là-dessus dans le Figaro ce matin. Je ne sais pas si tu l'as lu, oui, Jean-Charles, mais effectivement... Ah non, alors il y a le côté Mélenchon, mais il y a aussi un éditorial sur effectivement cette idée qu'on va se retrouver avec un bloc monolithique si une grande partie de LR passe du côté de Macron, etc. Pourquoi la France en est là? Et là, ça va être un vrai sujet parce que tout va se jouer en dehors de l'Assemblée. Pourquoi la France en est là? Pardon, excuse-moi. Non, mais en fait, là où tu as complètement raison, je veux dire, on parlait de gouvernance tout à l'heure. Le CEON, le vrai sujet, c'est d'analyser les résultats des votes derrière. C'est de comprendre où ça va. Pourquoi on ne fait pas la même chose en termes d'élection? Il faut analyser. Effectivement, il est en train de le faire, là. Il est en train de le faire. Tu ne crois pas, Juliette, là? Il multiplie les promesses. Oui, mais ça ne me semble pas la bonne logique. La question, c'est que si c'est pour donner des gages aux mélenchonistes, ça ne me semble pas nécessairement mieux. Le vrai sujet, c'est pourquoi on en est là dans le rejet des forces du cercle de la raison, pour reprendre l'expression de Marc. En fait, on en est là, alors même que les résultats ne l'expliquent pas. Les résultats économiques et sociaux ne l'expliquent pas. C'est ça qui est fou. On est le seul pays à avoir eu un mouvement comme les Gilets jaunes d'une violence et d'une ampleur et d'une durée comme celui-là, alors qu'on n'est pas du tout le pays ni le plus inégalitaire, ni le plus au mal en point, loin de là. Pourquoi l'Italie, à ce moment-là, n'est pas en ébullition totale ou d'autres? Donc c'est totalement anormal au vu de ces résultats économiques et sociaux de ce quinquennat. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aller aux racines politiques, institutionnelles et sociétales de cela. Tu as raison, c'est extrêmement grave qu'il y ait finalement plus d'opposition
au macronisme, à Exactement. part des partis qui ne sont pas des partis. Et ça, c'est Et je extrêmement pense grave. qu'il faut Les revenir causes sont complexes, multiples, mais je pense qu'il y a un responsable, entre autres, qui sont les politiques eux-mêmes. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué au cours de ces 5 dernières années, c'est de voir tous les dirigeants de LR tirer à boulet rouge, matin et soir, sur Macron, alors que 95% de ce qu'il fait est en accord avec les idées de LR. Et je pense que les gens en ont marre de ça, de se dire, mais on nous pipote en fait. Ils racontent n'importe quoi. Je trouve que c'est pas responsable et qu'il y a assez peu de dirigeants LR qui ont dit, finalement Macron, c'est pas parfait, mais en gros, il fait la politique qu'on aurait fait. Et avoir cette honnêteté de dire ça et de se concentrer sur les vrais sujets, les gens ne croient plus. Et je les comprends. Franchement, je les comprends. Moi-même, ça me Ouais, choque mais c'est d'entendre- dur. Enfin bon. Parce qu'il est au Valérie pouvoir et qu'il veut Pécresse- le pouvoir et critique systématiquement. C'est pas Valérie sérieux. Pécresse a le mérite immense de nous faire prendre, de nous faire réaliser ce que peut représenter l'engagement politique, là. Si elle y est de 2 millions d'euros de sa poche, tu te dis, bon, on peut les critiquer, et à un moment, elle y est allée. Pour des bonnes, des mauvaises raisons, j'en sais rien, mais à un moment, elle y est allée. Je respecte Voilà. complètement ça. Ouais. Je respecte ça. Et mon discours n'est pas de dire les hommes politiques sont tout. L'immense majorité des maires sont des gens qui sont dévoués, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui se débrouillent. Je parle de beaucoup de responsables nationaux. En particulier, je parle de LR parce que c'est flagrant. Ils ont les mêmes idées que Macron. Ils sont incapables de dire ce qu'il fait, c'est bien. Ce qu'il fait, c'est bien. Et Non, et surtout de se réinventer. Mais quoi. on voit Bon, qu'il y a- mais on voit une qu'il y a chez minute, c'est Macron- fini. Voilà, pardon. On voit qu'il y a chez Macron des divergences au sein de LREM. Il y a des divergences, il y a des pôles différents. Pour moi, il faudrait rescinder ce mouvement en deux parties, avec une partie du PS d'un côté, une partie de LR de l'autre, en deux parties qui ont des approches différentes. Une social-démocrate, une plutôt Plus libérale, conservatrice, hein. libérale, et qui peuvent alterner, où les gens comme ont un les choix entre démocrates ces et deux les forces. républicains. Juliette, le mot de la fin. Et- Le mot de la fin. Non. Jean-Luc Mélenchon, appelé à voter pour quelqu'un. Faut limiter l'abstention. Oh non. Tu crois que ça aurait la moindre importance? Je crois pas du tout. Non, je pense qu'il y a une question d'exemplarité, de responsabilité. Bon. C'est ce que tu disais. Je suis assez d'accord. J'étais ravi de discuter avec vous, madame, messieurs, et on se retrouve demain. Bonne soirée.